Le Soleil est l'étoile du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune. Le Soleil fait partie de la galaxie appelée la Voie lactée et se situe à environ plus ou moins 26 100 années-lumière du centre galactique dans le bras d'Orion. Le Soleil orbite autour du centre galactique en 225 à 250 millions d'années. Le Soleil représente à lui seul environ 99,854% de la masse du système solaire ainsi constitué, Jupiter représentant plus de 2/3 du reste. L'énergie solaire transmise par le rayonnement solaire rend possible la vie sur Terre par rapport d'énergie lumineuse et d'énergie thermique, permettant la présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. Les ultraviolets solaires contribuent à la désinfection naturelle des eaux de surface et à y détruire certaines molécules indésirables. La polarisation naturelle de la lumière solaire, y compris de nuit après diffusion ou réflexion par la Lune, ou par des matériaux tels que l'eau, ou les cuticules végétales, est utilisée par de nombreuses espèces pour s'orienter. Le rayonnement solaire est aussi responsable des climats, de la plupart des phénomènes météorologiques observés sur la Terre. Le mot soleil est issu du gallo-romain, soliculu, formé du latin populaire soliculus, diminutif du latin classique sol solis, désignant l'astre et la divinité. Il existe dans la Voie lactée plus de 100 millions d'étoiles de type spectral identiques, ce qui fait du Soleil une étoile assez ordinaire, bien qu'il soit en fait plus brillant que 85% des étoiles de la galaxie, qui sont en majorité des naines rouges. Le Soleil est une étoile âgée d'environ 4,57 milliards d'années. Actuellement, dans le cœur du Soleil, chaque seconde, environ 627 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent pour produire environ 622,7 millions de tonnes d'hélium. Lorsqu'il sera âgé de 10,5 milliards d'années, le Soleil se dilatera, d'abord lentement sur 500 millions d'années, puis plus rapidement sur 500 millions d'années supplémentaires, pour finalement se transformer en géante rouge. Puis, il va s'effondrer sur lui-même et former une naine blanche, d'une taille comparable à celle de la Terre. La surface radiative étant extrêmement faible, la naine blanche mettra plusieurs milliards d'années à se refroidir. Quand la température sera assez basse, le rayonnement thermique sera si faible que la naine blanche sera invisible. Elle terminera sa vie en naine noire, un cadavre céleste si froid qu'il n'émet plus aucune lumière. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la moins massive du système solaire. Elle est visible à l'œil nu depuis la Terre et son observation est toutefois rendue difficile par son élongation toujours inférieure à 28,3 degrés qui la noie le plus souvent dans l'éclat du Soleil. Mercure a la particularité d'être en résonance 3.2 sur son orbite, sa période de révolution de plus ou moins 88 jours, valant exactement 1,5 fois sa période de rotation de plus ou moins 59 jours, et donc la moitié d'un jour solaire, plus ou moins 176 jours. Mercure est une planète tellurique, comme le sont également Vénus, la Terre et Mars. Elle est près de 3 fois plus petite et presque 20 fois moins massive que la Terre. La sonde Messenger, après 3 survols en 2008 et 2009, s'est mise en orbite autour de Mercure en mars 2011 et a entamé une étude détaillée, notamment de sa topographie, son histoire géologique, son champ magnétique et son exosphère. La planète Mercure doit son nom au dieu Mercure, du commerce et des voyages,
également messager des autres dieux dans la mythologie romaine. La planète a été nommée ainsi par les Romains à cause de la vitesse à laquelle elle se déplaçait. Mercure laissa également son nom au troisième jour de la semaine, mercredi. Le transit de Mercure peut se produire en mai ou en novembre, lorsque Mercure se situe entre la Terre et le Soleil. Les transits de Mercure, vus depuis la Terre, sont beaucoup plus fréquents que ceux de Vénus, avec une fréquence d'environ 13 ou 14 par siècle, en raison de la proximité de la planète au Soleil. Mercure est une planète très chaude, la température moyenne en surface avoisine les 180 degrés Celsius. La planète ressemble beaucoup en apparence à la Lune, ne présentant a priori aucun signe d'activité interne. Ces cratères sont très anciens et racontent l'histoire de la formation du système solaire. Le plus remarquable de ces cratères est le bassin Caloris, un impact météoritique d'un diamètre d'environ 1300 km qui fut formé après la chute d'un astéroïde d'une taille avoisinant les 150 km, il y a près de 3,85 milliards d'années. Mercure est connu depuis que les hommes s'intéressent au ciel nocturne. La première civilisation à en avoir laissé des traces écrites est la civilisation sumérienne, 3e millénaire avant Jésus-Christ. Vénus est une des 4 planètes telluriques du système solaire. Elle est la 2e planète par ordre d'éloignement au Soleil et la 6e par masse ou par taille décroissante. La planète Vénus a été baptisée du nom de la déesse Vénus de la mythologie romaine. La distance de Vénus au Soleil est de 0,7 unités astronomiques environ, avec une période orbitale de 224,7 jours. Elle possède un champ magnétique très faible et n'a aucun satellite naturel. Elle et Uranus sont les 2 seules planètes du système solaire dont la rotation est rétrograde. Elle est la seule ayant une période de révolution de 143 jours supérieure à sa période de révolution. Vénus est presque aussi grande que la Terre, son diamètre représente 95% de celui de notre planète. Sa surface est dissimulée sous d'épaisses couches de nuages très réfléchissants. Ces couches nuageuses opaques constituées de gouttelettes de dioxyde de soufre, d'acide sulfurique, surmontées d'une brume de cristaux de glace d'eau qui donne à la planète son aspect laiteux lorsqu'on l'observe depuis l'espace, avec une super rotation dans le sens rétrograde en 4 jours terrestres, ce qui correspond à une vitesse linéaire au sommet des nuages d'environ 100 mètres secondes, plus ou moins 360 km/h, par rapport au sol. Lorsque Vénus est visible, elle apparaît toujours la première dans le ciel du soir et disparaît derrière le ciel du matin. C'est l'astre le plus brillant du Soleil, après le Soleil et la Lune. Cette particularité la rendait utile aux bergers, car ils pouvaient s'orienter en la voyant le soir, elle se trouve toujours dans la direction ouest, le matin toujours vers l'est. Une autre hypothèse est donc que l'expression étoile du berger vienne plutôt de l'affection des bergers pour cet astre, à force de le retrouver tous les matins et tous les soirs. Vénus est souvent décrite comme une sœur jumelle de la Terre, en raison de ses caractéristiques globales très proches de celles de notre planète. Néanmoins, Vénus est notamment la planète la plus chaude du système solaire. Il reste sur Vénus un volcanisme résiduel, entraînant parfois la présence de lave en fusion au sol. D'ailleurs, la surface de Vénus semble jeune, affichant moins d'1 milliard d'années du fait d'un volcanisme actif relativement récent. Pourtant, elle et la Terre sont nées à peu près en même temps, il y a 4,6 milliards d'années, dans le même nuage de gaz et de poussière. La Terre s'est formée il y a 4,54 milliards d'années environ et la vie y est apparue moins d'1 milliard d'années plus tard. La planète abrite des millions d'espèces vivantes, dont les humains. La prolifération d'organismes de même que la formation d'une couche d'ozone qui, associée au champ magnétique terrestre, bloque une partie des rayonnements solaires, permettant ainsi la vie sur Terre. Les propriétés physiques de la Terre, de même que son histoire géologique et son orbite, ont permis à la vie de subsister. La Terre devrait pouvoir maintenir la vie telle que nous la connaissons actuellement durant encore au moins 500 millions d'années.
Actuellement, la Terre orbite autour du Soleil en 365,256,363 jours. Le seul satellite naturel connu de la Terre est la Lune, qui commença à orbiter il y a 4,5 milliards d'années. Celle-ci provoque les marées, stabilise l'inclinaison axiale et ralentit lentement la rotation terrestre. La Lune pourrait avoir eu une influence dans le développement de la vie en régulant le climat de la Terre. La Terre a pour particularité, du point de vue de l'être humain, d'être le seul endroit connu de l'univers à abriter la vie telle que nous la connaissons, comme la faune et la flore. Le développement de la photosynthèse, active depuis bien avant 3 à 3,5 milliards d'années avant le présent, permet à la vie d'exploiter directement l'énergie du Soleil. La surface externe de la Terre est divisée de plusieurs segments rigides ou plaques tectoniques. Il en existe 7 principales plaques qui se déplacent lentement sur la surface sur des durées de plusieurs millions d'années. La Terre fournit des ressources qui sont exploitables par les humains pour diverses utilisations. Certaines ne sont pas renouvelables, comme les combustibles fossiles, et les projections indiquent que la population mondiale atteindra 9,7 milliards d'habitants en 2050. 3 millions d'êtres humains meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Un nouveau continent de plastique est apparu dans nos océans, engendrant migration de certaines espèces, voire leur extinction, si elles ne peuvent s'adapter à leur nouvel environnement biophysique qui se doit de plus en plus restreint par la déforestation et la fonte des glaciers. Ceci est la réalité. Non seulement la Terre est ronde, oui, bien ronde, mais la pollution nous approche avec prématurité vers notre extinction. Pour autant, la planète nous survivra, donc tâchons d'en prendre soin. C'est notre maison. Quand les gens voient la Terre depuis l'espace, il leur est plus facile de faire le lien avec leur chez nous commun. De là-haut, il n'y a plus de couleur, de religion, de frontières, de sexualité. Il n'existe plus que ce petit point bleu précieux sur lequel nous vivons. Voilà pourquoi je fais des vidéos, pour rassembler, interpeller les gens et éveiller les consciences. Aujourd'hui, bien plus qu'avant, l'arme contre l'énergie fossile, c'est l'énergie solaire. Les énergies renouvelables sont de moins en moins coûteuses et nous avons le pouvoir de choisir nos énergies et même d'en devenir propriétaires. Le climat est détraqué et apporte avec lui épidémies, catastrophes naturelles, des extinctions. 50% des espèces animales ont disparu en l'espace de 40 ans. La Terre a perdu plus de 90% de ses poissons et nous avons perdu 30% de l'oxygène que nous respirons. À chaque seconde qui s'écoule, nous perdons l'équivalent de 2 stades de foot de forêt. Dans cette même seconde, 206 kg de plastique finissent dans les océans. L'afflux de migrants et de réfugiés cherchant asile en Europe est aujourd'hui principalement causé par les guerres civiles et l'effondrement des États du Moyen-Orient. Mais le rôle du climat, bien qu'impossible à chiffrer, est plus que probable. Ce sont quelques 86 millions de personnes qui pourraient être obligées de quitter leur actuel lieu de vie en Afrique du fait du réchauffement climatique. Il est urgent d'agir maintenant. Comme les autres planètes du système solaire, Mars serait formé il y a environ 4,6 milliards d'années par accrétion gravitationnelle. Mars, une planète tellurique, environ 10 fois moins massive que la Terre, mais 10 fois plus massive que la Lune. La plus grande montagne du système solaire, Olympus Mons, se trouve sur Mars. La planète a aujourd'hui perdu la presque totalité de son activité géologique interne. La période de rotation de Mars est du même ordre que celle de la Terre. Mars peut être observé à l'œil nu avec un éclat bien plus faible que celui de Vénus, mais qui peut, lors d'oppositions rapprochées, dépasser l'éclat maximum de Jupiter. Mars a fait l'objet de programmations d'exploration plus ambitieux que pour aucun autre objet du système solaire. De tous les astres que nous connaissons, c'est en effet celui qui représente l'environnement ayant le plus de similitudes avec celui de notre planète. Cette exploration intensive nous a apporté une bien meilleure compréhension de l'histoire géologique martienne, révélant notamment l'existence d'une époque reculée, le Noachien, où les conditions en surface devaient être assez similaires à celles de la Terre à la même époque. Mars possède 2 satellites naturels, Phobos et Deimos. L'atmosphère de Mars étant de surcroît plus de 150 fois moins dense que la nôtre,
et ne produisant par conséquent qu'un effet de serre très limité, ce faible rayonnement solaire explique que la température moyenne sur Mars soit d'environ moins 65 degrés Celsius. Brrr. La gravité y est le tiers de celle de la Terre, soit 2 fois celle de la Lune, tandis que la durée du jour solaire martien, appelé Sol, excède celle du jour terrestre d'un peu moins de 40 minutes. À la vitesse de la lumière, 4 minutes et 16 secondes nous séparent de la Terre, soit 70 millions de kilomètres. La Terre met 1 an pour faire le tour du Soleil et Mars 1,9 ans. Typiquement, une fenêtre de tir s'ouvre tous les 26 mois. Un rapprochement encore un peu plus resserré est prévu le 28 août 2287, avec une distance de 55,680 millions de kilomètres. Actuellement, un voyage vers Mars, à la faveur d'un rapprochement réduit des deux planètes, prend environ 260 jours. Avec un vaisseau plus puissant que ceux d'aujourd'hui, le vol pourrait être divisé par 2. Et dans un avenir pas très lointain, la propulsion photonique, par exemple, ou une autre technologie en développement, pourrait nous mettre Mars à quelques jours seulement. Le 25 juillet 2018, la sonde spatiale Mars Express, menée par l'Agence spatiale européenne, détecte au niveau de la calotte polaire australe la présence d'un lac souterrain d'eau liquide de 20 km de large à 1,5 km sous la surface de Mars. La couleur rouge est associée à Mars. On lui associe aussi la violence, la colère, la guerre, tous les attributs habituels du dieu Mars. Tu trouveras 2 suggestions de mes réalisations qui te parlent de cette planète dans l'onglet juste en haut à droite de cette vidéo. Juste là. J'en profite pour vous souligner que Mars m'a toujours fasciné. Étant né un 1er mars, j'ai longtemps cru, étant enfant, que la cigogne m'avait apporté jusqu'à la Terre depuis là. Et cette année, je fête mes 30 printemps. Alors, ayez une pensée pour moi. Je fais tout pour mettre en ligne une vidéo par semaine, généralement le samedi à 18 h. Ce n'est pas si évident car je travaille seul, mes vidéos me demandent beaucoup de temps et c'est pas mon activité principale. Je réalise ces épisodes avec passion et plaisir et je mets un point d'honneur à ce que les vidéos soient concises, bienveillantes, le plus objectives possible et avec une pointe d'humour. Néanmoins, étant passionné par cette chaîne et ayant une tonne d'idées de sujets à développer, l'idéal serait que les tips récoltés par votre soutien puissent me permettre de m'équiper avec du matériel afin d'améliorer la qualité et la fréquence de mes vidéos. Chaque soutien, dès 1 € par mois, va me permettre de continuer la chaîne avec vous. Et pour être complètement sincère, je vous avoue que je rêverais de consacrer tout mon temps à la chaîne, car j'ai des tonnes d'idées, de sujets, de reportages, d'expériences sociales, etc. Donc allez faire un petit tour sur Tipeee. En parlant de cela, dans mon réel travail, j'ai rencontré Ludo, une personne généreuse et fortement sympathique qui réalise dorénavant la plupart de mes sons, notamment celui que vous entendez en ce moment. Vous pouvez consulter tous ces liens sociaux dans la description pour les découvrir et pourquoi pas acheter ses œuvres. Je profite de notre long voyage vers Vesta pour vous remercier de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Au moment où je réalise cette vidéo, vous êtes bientôt 6000 personnes à me suivre. C'est assez dingue. Et c'est surtout une belle récompense pour le travail que j'y consacre. Au début, je ne pensais pas devenir vidéaste. Mes réalisations étaient un patchwork de délire en tout genre, avec des réalisations assez primaires. D'ailleurs, pour dire vrai, un peu de tri s'imposait. Pour une interface plus sérieuse, plusieurs vidéos ne sont plus répertoriées sur la chaîne. Vous pouvez néanmoins les consulter dans la playlist les vidéos de Nicolas M, tout regarder. 2 nouvelles playlists ont été ajoutées sur l'interface de la chaîne, pour les abonnés et pour les nouveaux arrivants. Ainsi, la saga Crotiflux Saga, l'épisode 4 est d'ailleurs en cours de réalisation, est bien distincte des autres playlists, puisqu'il s'agit d'une fiction, comme précisé dans les titres. Je réponds par là à de nombreux commentaires. Vous trouverez néanmoins une seconde nouvelle playlist, intitulée « Nous et les extraterrestres », vidéo à succès de ma réalisation qui ont comme sujet commun la recherche de vie en dehors de notre système, théories diverses, avancées scientifiques. J'espère que mes récentes modifications dans la présentation et organisation de la chaîne vous permettront de profiter avec plus de confort et de sérieux de mes travaux, accomplis pour vous. Je sous-titre toutes mes vidéos afin qu'elles soient accessibles aussi pour les malentendants et accessibles en toute langue. Si vous détectez quelque amélioration que ce soit à réaliser, je suis très réactif et joignable depuis ma page Facebook.
Aussi pourquoi pas, pour vos idées de sujets de vidéo. Je termine cette courte parenthèse en précisant que pour me contacter à des fins professionnelles, vous trouverez mon adresse mail dans l'onglet à propos de la chaîne, dans la partie information. L'énorme astéroïde Vesta est le deuxième plus grand objet céleste de la ceinture d'astéroïdes. Si grand, à vrai dire, que de nombreuses personnes le voient davantage comme une planète que comme une simple masse rocheuse. Ce n'est pas un hasard s'il est souvent perçu comme une planète, en raison de deux impacts énormes qui l'ont presque fait éclater. Vesta serait sensiblement sphérique. Mais ce n'est pas tout. Les entrailles de l'astéroïde se distinguent de celles des autres. Il est composé d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte, exactement comme la Terre, Mars et Vénus. Si Jupiter ne s'était pas formé et que son immense force de gravité n'avait pas entraîné la ceinture d'astéroïdes dans un effritement permanent, Vesta aurait vraisemblablement pu se développer et devenir une planète à part entière. Mais Jupiter est arrivé, et Vesta s'est figé à une sorte de stade embryonnaire de graines de planète. Il s'agit d'un vestige des prémices du système solaire et d'une cible pour les scientifiques avides d'en apprendre davantage sur la formation de notre voisinage planétaire. Jusqu'à présent, nous ne savions pas grand-chose de Vesta, si ce n'est qu'il est grand, semblait avoir perdu un morceau de son pôle sud et avait fait don de fragments à notre bonne vieille planète Terre. Environ 1/6 des météorites tombées sur Terre sont des miettes de l'astéroïde. Ce n'est qu'en 2011 que des images complètes de la protoplanète ont commencé à nous parvenir. Même les meilleures images offertes par le télescope spatial Hubble n'étaient qu'une collection d'images pixelisées. C'est à ce moment-là que l'intrépide sonde spatiale Dawn, chargée d'explorer deux des mondes de la ceinture d'astéroïdes, s'est penchée sur Vesta. Dawn a passé plus d'1 an à graviter autour de cette protoplanète de 525 km de large. La sonde a établi une carte de la surface de Vesta, a mesuré son champ de gravité et a capturé des images détaillées avant de partir à la conquête de sa prochaine destination. Dès l'arrivée de la sonde spatiale sur Vesta, des photos ont été transmises à la Terre, lesquelles ont rendu les scientifiques perplexes. Tout au long de l'équateur de Vesta se trouvaient d'immenses creux de taille comparable à celle du Grand Canyon. On aurait dit que le corps rocheux avait pris en étau entre deux mains, l'une sur son pôle nord, l'autre au sud, et avait été compressée entre les deux paumes. L'équipe en charge de Dawn apprendra plus tard que l'impact puissant avait retenti sur Vesta, provoquant ainsi sa déformation. L'astéroïde emporte désormais les cicatrices le long de son équateur. Cet impact qui s'est produit il y a plus d'1 milliard d'années était la seconde et dernière collision cataclysmique sur le pôle sud de Vesta. La première survenue il y a environ 2 milliards d'années, a façonné le cratère Venenia qui mesure près de 400 km de long. La seconde a effacé ce cratère abîmé en le recouvrant d'un deuxième cratère appelé Rhea Silvia d'une largeur de 500 km. Une fois la poussière des collisions déposée, le pôle sud de Vesta, réduit en miettes, s'est transformé en gigantesque montagne d'une largeur de 180 km et d'une hauteur de 25 km depuis la base du cratère. Ce sommet vestal est colossal. La manière dont Vesta a survécu à une telle violence demeure un mystère. Les cicatrices laissées par les impacts sont des fractures équatoriales de Vesta aux fragments tombés sous la forme de météorites sur Terre. Des impacts plus petits et moins intrusifs ont donné naissance à des cicatrices sur une grande partie de la surface de Vesta, caractérisée par une incroyable diversité en termes de teinte et de texture. Les taches d'un noir charbon, qui côté des zones d'un blanc éclatant, ont intrigué les scientifiques. Comment l'astéroïde a-t-il pu être peint de nuances aussi variées? Comment cette texture sombre et mystérieuse s'est-elle retrouvée sur cet astéroïde aux couleurs claires? Il s'avère qu'elle aurait été laissée par d'autres astéroïdes, des astéroïdes sombres, connus sous le nom de chondrites carbonées. Des scientifiques ont résolu cette énigme récemment en analysant les minéraux présents dans les éclaboussures foncées. Une partie de ce travail consiste à générer des images comme celle juste maintenant, où chaque couleur correspond à différentes compositions chimiques.
La surface de Vesta possède d'autres caractéristiques déconcertantes, dont deux petites ravines sculptées par l'eau. Vesta fut le quatrième astéroïde découvert le 29 mars 1807 par Heinrich Olbers et porte le nom de la déesse romaine Vesta. Après la découverte de Vesta, aucun autre astéroïde ne fut découvert pendant 38 ans. Vesta est nommée d'après la déesse romaine Vesta, protectrice des foyers. Le bonhomme de neige est un ensemble de 3 cratères tangents par ordre de taille rappelant un bonhomme de neige, étant l'un des plus grands objets de la ceinture d'astéroïdes et possédant une surface inhabituellement brillante. Vesta est l'astéroïde le plus brillant et parfois visible à l'œil nu sur Terre depuis des endroits dénués de pollution lumineuse. Vesta est constamment observable avec des jumelles. La position de Vesta l'amène épisodiquement à être plus brillante qu'Uranus. Les prochaines oppositions, passant sous la magnitude 6, auront lieu en août 2022. L'astéroïde Cérès sera abordé dans une prochaine vidéo. IGA, le quatrième plus grand astéroïde du système solaire en volume et en masse, ce dernier étant estimé à environ 2,9% du total, masse dans la ceinture d'astéroïdes. C'est également le plus grand des astéroïdes de type C avec des surfaces composées en grande partie de carbone. IGA a été découvert par Annibale de Gaspari à Naples le 12 avril 1849. Il a été nommé IGA Borbonica par le directeur de l'Observatoire de Naples en l'honneur de la famille royale du royaume des Deux Siciles, où se trouvait la ville de Naples à l'époque. Même si IGA est relativement grand, il est également très sombre au vu de la Terre en raison de sa surface sombre et de sa distance au-dessus de la moyenne du Soleil. Au mieux, IGA atteint une magnitude de plus 10,2 en opposition, ce qui correspond à au moins 4 ordres de magnitude de moins que ce que Vesta obtient, et ne sont jamais d'une position similaire. Néanmoins, on peut observer IGA avec des télescopes de petite et moyenne taille, ainsi qu'avec des jumelles 10 puissance 50 pendant les périodes où l'astéroïde est en opposition périhélique, c'est-à-dire au plus près du Soleil. En général, les propriétés physiques d'IGA sont les moins bien comprises des 4 plus gros objets de la ceinture d'astéroïdes. La pratique habituelle consistant à mesurer la forme et le diamètre des objets lors d'occultations stellaires a donné peu de résultats. À au moins 5 occasions, il n'y avait pas assez d'observateurs indépendants disponibles pour déterminer des paramètres significatifs. Néanmoins, le télescope spatial Hubble a observé directement IGA, ce qui a exclu la possibilité que l'astéroïde ait un ou plusieurs satellites de plus de 16 km de diamètre. Sur la seule base des preuves recueillies par l'analyse spectrale, la plupart des chercheurs pensent que la surface d'IGA est composée d'un matériau riche en carbone primitif, voire primordial, similaire à ce que l'on trouve couramment dans les météorites à chondrite carbonée. Cependant, le fait que plusieurs produits d'altération aqueux aient été détectés dans les spectres de la surface de l'astéroïde suggère qu'il doit y avoir eu de la glace d'eau, à un moment donné dans le passé de l'astéroïde. Bien que la glace d'eau ait dû fondre pour produire les substances observées à la surface de l'astéroïde, la nature primitive globale de la surface d'IGA exclut la possibilité que l'astéroïde entier ait fondu au cours de sa formation, contrairement à d'autres corps de la ceinture d'astéroïdes tels que Vesta et d'autres. IGA est le plus petit des 4 grands objets de la ceinture d'astéroïdes, incluant les astéroïdes Vesta et Cérès, mais il représente bien plus de 90% de la masse des astéroïdes de type C, qui habitent la région dans la ceinture d'astéroïdes. Ensemble, ce groupe d'astéroïdes est appelé famille des astéroïdes IGA, dont IGA est le membre principal.
IGA a une densité moyenne bien inférieure à la moyenne de la plupart des astéroïdes. Et comme Cérès, sa densité est plus proche de celle des lunes glacées de Saturne et de Jupiter que des météorites pierreuses ou de planètes rocheuses. Contrairement à la plupart des autres astéroïdes dont la rotation varie entre 6 et 12 heures, il faut 27 heures et 37 minutes à IGA pour effectuer une rotation, bien que le sens de rotation n'ait pas été établi, en raison de sa longue période de rotation, rendant impossible l'observation d'une rotation complète en une seule nuit, et de l'ambiguïté des données de courbes lumineuses aggravée par la longue période de rotation. Le sens de rotation de l'astéroïde ne peut être deviné que, bien que la plupart des enquêteurs pensent qu'IGA tourne de manière rétrograde. Je suis convaincu qu'en voyant le temps qu'il nous reste à parcourir vers notre prochaine destination, tu trouves qu'à l'échelle de temps réel, c'est plutôt long, encore 12 minutes. Alors n'oublie pas que nous voyageons à la vitesse de la lumière quand même. Pourtant, on se déplace quand même à près de 300 000 km/h par seconde, les coiffants non, avant la Renaissance. La lumière était étudiée, mais personne n'avait tenté d'en mesurer sa vitesse. Galilée fut l'un des premiers scientifiques qui chercha dans un premier temps à mesurer la vitesse de la lumière en plaçant deux personnes éloignées l'une de l'autre avec des lampes. De ces expériences, il en a déduit que la lumière avait une vitesse finie et cette vitesse devait être très grande. Plus tard, Fermat eut l'idée d'utiliser un miroir pour essayer de calculer la vitesse de la lumière, et Descartes étudia lui aussi la vitesse de la lumière, croyant que celle-ci était instantanée. Finalement, c'est Cassini et Rømer qui furent les premiers à mesurer pour la première fois la vitesse de la lumière. Rømer, en étudiant les satellites de Jupiter, observa une irrégularité dans le mouvement de Io, le satellite le plus proche de la planète. Cassini reprit ce travail et annonça alors de ce que la lumière arrive des satellites avec un retard tel qu'il faut 10 ou 11 minutes pour qu'elle franchisse une distance égale au rayon de l'orbite de la Terre. Le saviez-vous? Le temps que met la lumière à arriver sur Terre a été calculé très tôt. Cassini trouva en 1693 un temps de 7 minutes et 5 secondes. Un an plus tard, Halley donne 8 minutes 5, alors que Newton le calcule à 7 minutes 30. C'est Delambre qui donna la valeur la plus correcte avec 8 minutes 13 secondes. Au singulier, on dit une année de lumière ou une année-lumière, et au pluriel on écrit année S-lumière, sans S. On peut rencontrer aussi dans la littérature le terme LY pour Light Years. Anecdote, un des héros de Toy Story s'appelle Buzz l'éclair, mais son vrai nom est Buzz Lightyear, soit Buzz année-lumière pour démontrer que son héros est vraiment rapide. Si l'année de lumière est souvent utilisée en astronomie pour étudier de très grandes distances, il existe d'autres unités de distance astronomique, comme l'unité astronomique, UA. Cette unité est définie par la distance moyenne de la Terre au Soleil, soit 149,5 millions de kilomètres. Cette unité sert encore d'étalon de mesure. Le parsec, PC, c'est la distance à laquelle on observerait une longueur d'une unité astronomique, soit la distance Terre-Soleil. Sous un angle d'une seconde, le parsec vaut ainsi 3,26 années de lumière. Le rayon solaire, RO. Cette unité sert surtout à comparer la taille des étoiles entre elles. Le rayon solaire correspond à 6,95 puissance 8 mètres, ce qui correspond au rayon du Soleil. Qui n'a pas entendu dans l'univers, et surtout l'univers de Star Wars, que le pilote émérite Han Solo avait fait le raid de Kessel par 12 parsecs? Alors donc stop, au mytho, moi je dénonce. Eh bien, il s'agit là tout simplement d'une erreur scénaristique, puisque comme nous l'avons vu plus haut, le parsec est une unité de distance et non de vitesse. Ainsi, le célèbre pilote a parcouru 12 fois 3,26 égale 39,12 années-lumière, ce qui fait beaucoup, mais qui ne reflète pas une vitesse. Il est très difficile d'arriver à se représenter véritablement les distances dans l'univers, même à travers cette vidéo. Les chiffres deviennent, en effet, vite astronomiques, ne parlent plus, et l'on perd alors tout repère. C'est pourquoi il est intéressant de ramener ces valeurs à des valeurs plus compréhensibles pour notre pauvre petit cerveau, en essayant d'utiliser des échelles humaines. Prenons une bonne voiture.
bien confortable de préférence, et parcourons le système solaire, disons à la vitesse constante de par exemple 100 km/h. Depuis le Soleil, nous aurions mis pour Mercure 66 ans, Vénus en 123 ans, la Terre 171 ans, Mars en 260 ans, la ceinture d'astéroïdes en 480 ans et notre destination Jupiter en 890 ans. Atteindre Pluton dans Tatwingo mettrait 6800 ans. Ajoutons à cette liste que, dans les mêmes conditions, un voyage autour de la Terre suivant l'équateur prendrait seulement 15 jours, et que le trajet Terre-Lune durerait 5 mois. Quant au Soleil, il faudrait patienter un peu plus d'une grossesse, 9,5 mois, pour aller de son centre jusqu'à sa surface.
Nous avons enfin dépassé Jupiter. Alors je te félicite si tu es arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo sans avancer. Bien que le principe soit de présenter la vitesse de la lumière en temps réel, je suis convaincu que certains n'ont pas dû être aussi patients à ce point. Il y aurait tant à dire sur Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton pour ceux qui, comme moi, la considèrent encore comme une planète à part entière, que je préfère honnêtement y consacrer une vidéo, car cette réalisation m'a quand même déjà pris 2 semaines, et maintenant on va passer à la vitesse supérieure. Et là en ce moment tu t'inquiètes et tu te demandes si j'ai été sérieux quand je parlais de vitesse supérieure et tu t'attends à encore attendre 35 minutes. Non, non, t'inquiète. Depuis le Soleil, à notre vitesse de croisière, il nous faudrait encore 34 minutes 45 secondes pour atteindre Saturne. Il nous faudrait 1h20 de plus pour rejoindre Uranus. Il nous faudrait maintenant parcourir 1h30 de vidéos supplémentaires pour atteindre Neptune. Ajoutons à tout ce temps parcouru 1h20 pour observer le cœur de Pluton. Oui, Pluton les gars, je l'ai mis dans ma vidéo. C'est pas la case dans laquelle on te place qui fait ta beauté et ta valeur. Moi j'aime trop Pluton. Je pense que pour le reste, ça se respecte, juste par le silence. Donc je me tais et regarde bien jusqu'à la fin. Pourrons-nous atteindre un jour de telles dimensions? Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Les règles de YouTube ont changé, tu peux donc, si tu le souhaites, commenter, liker et partager cette vidéo pour me favoriser un petit peu dans l'algorithme, ou carrément, si t'en as envie, me soutenir sur Tipeee. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du type
le pourboire sur Internet. Le principe est simple, de la même manière que tu pourrais donner 1 ou 2 euros à un musicien que tu apprécies dans un restaurant, tu peux aussi tiper un créateur que tu aimes pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, tu soutiens concrètement les créateurs qu'il méritent et tu favorises les contenus de qualité en favorisant les créations pour ce qu'elles sont et pas uniquement pour l'audience qu'elles font. Et tu contribues à faire d'Internet un espace de création et d'indépendance.